Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du magazine Sans Transition. Aujourd'hui, nous allons parler de l'habitat du futur. L'habitat du futur, on l'a beaucoup imaginé. Avec l'avènement de l'informatique et du numérique, on l'imagine bardé de capteurs et être capable de mesurer en temps réel toutes nos consommations. On l'imagine bardé de domotique et réagir à la moindre de nos commandes. Il y a une autre manière d'envisager l'habitat du futur. C'est un habitat qui consomme très peu d'énergie. Et en la matière, il y a une manière de concevoir ces maisons. Il s'agit de l'habitat passif. L'habitat passif a fêté ses 20 ans cette année en France. On compte aujourd'hui environ 200 bâtiments qui consomment très peu d'énergie. Aujourd'hui, pour en parler sur ce plateau, 3 invités. Tout d'abord, Monsieur Gwen Flachot, vous êtes architecte basé à Gonnet en Ille-et-Vilaine, oui, et bonjour. Vous avez conçu votre propre maison passive et d'autres maisons. Bonjour. Bonjour. Sébastien Gonant, vous êtes salarié et sociétaire de la SCOP Acacia, qui est spécialisée dans la construction bois pour l'habitat. C'est ça, bonjour. Et Léo Povels, vous êtes animateur à l'agence d'information sur l'énergie de Quimper Cornouailles Développement, basée à Quimper. Bonjour Léo. Bonjour. Donc, pour démarrer cette émission, nous allons tout de suite démarrer sur une première petite question à Gwen Flachot. Gwen Flachot, si je vous dis 15 kWh par mètre carré par an, voilà. Vous me répondez? C'est la valeur cible de la construction passive. C'est une valeur qui a été déterminée scientifiquement par des docteurs allemands, en Allemagne bien sûr. Et donc c'est un résultat qu'il faut vers lequel il faut tendre, et donc cet élément permet de réunir une convergence entre l'investissement dans l'isolation, la qualité du bâti, et les apports énergétiques gratuit du soleil. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que 15 kWh par mètre carré par an, c'est une consommation très basse d'énergie. Oui, d'énergie de chauffage pour les maisons passives. Est-ce qu'il y a une comparaison possible avec un autre type de chauffage ? La comparaison par rapport à la RT 2012, vous voulez dire? Non, par exemple, par rapport à un autre système de chauffage, type fuel ou... Écoutez, oui, 15 kWh par mètre carré par an, ça correspond à peu près à 150 litres de fuel consommé sur une année. D'accord, et donc c'est quasiment... C'est à peu près 10 fois moins qu'une maison construite avant les années 2000. D'accord, donc vraiment la capacité sur ces maisons de consommer très peu d'énergie pour se chauffer. Exactement. Alors, l'occasion se présente de pouvoir visiter une maison passive. En 2014, une maison passive, c'était la première du Finistère, a vu ses portes s'ouvrir à l'occasion de journées portes ouvertes et d'information. C'est l'architecte Katia Hervoet, qui est spécialisée en construction passive, qui a poussé la porte pour nous expliquer un petit peu comment se passe la vie à l'intérieur d'une maison passive. Gilbert et Josiane ont emménagé dans leur maison neuve il y a tout juste un an. Depuis, chaque matin, au petit déjeuner, ils relèvent les températures. La température, elle a monté de 2 dixièmes de degré. Température extérieure était de 10,1, température intérieure 28. Il n'y a pas de radiateur, il n'y a absolument rien. Alors donc, on s'est dit, est-ce que la maison va tenir ses promesses ? Cette maison dite passive a tenu ses promesses. Et si notre couple a suivi scrupuleusement l'évolution des températures intérieures et extérieures, c'est à la demande de leur architecte spécialisé dans les constructions passives. Un an après, le bilan dépasse les prévisions. Alors là, on vient de faire le relevé de votre index sur le compteur EDF. Vous êtes à 2978 unités de consommation, donc ce qui n'est pas beaucoup pour une année. Donc vous êtes à 324 € de consommation réelle, TTC. La réalité du terrain, c'est 25% en moins par rapport à ce que j'avais calculé. Au bout d'un an, ils ont eu, alors toutes taxes confondues, 500 € de consommation énergétique pour l'année, ce qui correspond à peu près à 42 € par mois. Donc il faut bien comprendre que là-dedans, il y a le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'ensemble des consommations électriques que vous utilisez tous les jours. C'est vraiment leur facture finale. Si la consommation de cette maison de 124 mètres carrés habitable est 6 fois inférieure à une maison de même taille, c'est grâce
a un principe simple. Alors, c'est une maison étanche au niveau des parois, oui, en effet, et c'est une maison ventilée, c'est-à-dire qu'on a toujours un apport d'air frais au sein de la maison, donc pour avoir une qualité au niveau hygiénique. Une qualité qui se retrouve aussi sur la santé. Josiane a pu dire adieu à ses douleurs articulaires. Pour plus d'économie, Gilbert et Josiane peuvent encore remplacer l'éclairage basse consommation par des LED. Donc, Gwen Flachot, vous qui êtes architecte et qui avez le diplôme pour être en mesure de certifier que vos maisons passives sont construites selon les règles de l'art, est-ce que vous pourriez revenir rapidement sur les principes qui font la maison passive lorsqu'on parle de conditions bioclimatiques, d'étanchéité, d'isolation, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors concrètement, la construction passive, ça reste très simple, de prime abord. Une maison passive, c'est une maison mieux isolée, largement mieux isolée. Ma maison personnelle, par exemple, est à 30 cm de laine de roche, par l'extérieur, bien sûr, si on est sur un manteau extérieur, dans toutes les maisons passives. Après, nous avons une enveloppe intérieure étanche à l'air. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de migration de vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on garde la vapeur d'eau, et cette vapeur d'eau, elle est évacuée par la VMC double flux qui est un des seuls éléments technologiques de la maison. D'accord. Après, il nous reste juste les triples vitrages à mettre en place pour garder aussi cette chaleur ou cette fraîcheur, surtout en ce moment. Parce qu'en ce moment, comme je vous avais dit tout à l'heure, je vis dans une maison passive. Je relève aussi les températures en été. Alors, où en êtes-vous, en ce moment, parce que 35 en Ille-et-Vilaine, on a 35 36. en Ille-et-Vilaine en ce moment, 35-36. Et donc, on a moins 10 degrés à l'intérieur, sans climatisation. Le seul élément important à voir en période estivale, c'est de protéger absolument les vitrages du soleil. Voilà. Comment vous faites chez vous pour les protéger? Alors moi, j'ai appliqué un élément très simple. J'ai mis des rideaux extérieurs. J'ai pas mis de brise soleil orientale pour des questions d'économie, de budgétaire, voilà. Oui. Et j'ai mis des rideaux extérieurs que je tire le matin avant de partir au travail. Voilà. D'accord. Et donc, parce que l'un des principes aussi de la maison passive, c'est de pouvoir capter le plus possible les apports du soleil. Effectivement, ça c'est... Pour l'hiver, c'est parfait pour chauffer la maison. En termes d'orientation, ça donne quoi? Alors, en termes d'orientation, une maison passive est d'abord une maison bioclimatique. C'est une maison qui respecte énormément la course du soleil. Donc on a une orientation en Bretagne sud-sud-ouest à peu près. Voilà. Donc c'est après à voir en fonction de chaque implantation de la construction. Parce qu'il faut prendre en compte aussi les masques solaires que sont la végétation ou les bâtiments voisins. Alors, pour prolonger la discussion, donc Léo Pauwels, nous pouvons parler aussi de, finalement, pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on parle de transition écologique, d'aller vers moins de CO2, moins d'émissions de gaz à effet de serre, pourquoi la maison passive est une piste intéressante? Tout d'abord, tout simplement parce que le secteur du bâtiment en France représente 44% de la consommation énergétique et c'est le premier poste devant les transports de consommation énergétique en France. Donc s'il y a des endroits où on peut venir faire des économies d'énergie et donc d'émissions de gaz à effet de serre, c'est bien le bâtiment. Et après, pour une autre raison tout simplement budgétaire, si on garde simplement à l'esprit que la facture énergétique qui est dans le logement pour les particuliers est à 2/3 représentée par le chauffage. C'est-à-dire que toutes les factures gaz, électricité que l'on dépense sont en moyenne à 2/3 uniquement pour le chauffage. Donc c'est par la conception des maisons et notamment l'habitat passif qu'on peut diminuer cette part énormément. Donc il y a aussi un intérêt pour toute personne qui vit dans sa maison de voir ses charges diminuer en optant pour des maisons qui sont plus économes en énergie. Vous, est-ce qu'à l'agence de Quimper, vous avez souvent la visite de personnes qui s'interrogent sur la maison passive ou est-ce que ce concept est encore relativement méconnu? Nous, c'est notre métier de conseiller les particuliers qui ont un projet, quel qu'il soit, d'économie d'énergie au sein de leur logement. Il faut tout de même garder à l'esprit que l'habitat neuf représente à peine une part du 1% du marché immobilier en France. Donc la majorité des personnes que l'on conseille, c'est autour de la rénovation, mais les particuliers qui souhaitent faire construire, on les renseigne sur l'habitat passif et
pas mal, de plus en plus, ils sont intéressés. Alors je me tourne juste quelques instants vers Gwen Flachot pour préciser quelque chose. Aujourd'hui, on est capable de faire du passif sur une maison existante. Alors effectivement, on peut faire de la rénovation passive, mais c'est une rénovation assez lourde quand même. Si on prend le cas d'une maison traditionnelle des années 40-50, il faut quand même désosser énormément la maison et surtout la charpente, la toiture. Enfin, faut quand même garder le gros œuvre et puis réhabiller intégralement la maison. Et ça, c'est quand même une rénovation assez lourde. Donc après, il existe maintenant on appelle ça un mouvement qui s'appelle l'Eurofit, qui permet de rénover par étapes et pas le faire tout d'un coup, parce que ça peut être aussi assez lourd budgétairement. Donc on peut le faire par étapes. D'accord, très bien. Merci pour cette précision. Lorsqu'on parle d'habitat passif, on parle aussi d'habitat bientôt positif, puisque la réglementation est en train d'évoluer. La RT 2012 va très probablement devenir la RT 2020. Et la question du BEPOS, ces fameux bâtiments à énergie positive, se pose aussi. Alors, dans le Finistère, on va tout de suite regarder un sujet ensemble. Il s'agit d'une maison qui s'appelle la Villa Héroise, qui a été construite et qui fait partie d'un programme de recherche qui a été mené à la fois par le Conseil en énergie atomique et des nouvelles énergies, le CEA, qui est mené également par l'ADEME et qui est également mené par le CNRS. L'idée, c'est d'étudier le fonctionnement d'une maison positive, ce qu'elle consomme, ce qu'elle produit et quelles sont les meilleures pistes à étudier pour être en mesure de faire la réglementation de demain. Tout de suite, ce reportage. Pose de la première pierre de la maison du futur ce mardi à Brest, une maison de 150 mètres carrés qui répond aux exigences de la future réglementation thermique 2020. Une construction qui doit servir de laboratoire pour le programme de recherche national Comepos. Au siège du constructeur, Alain Ellis, c'est cet homme qui conçoit la maison du futur. C'est un groupe de travail dans lequel on retrouve quelques constructeurs français, avec également un groupe de scientifiques. Donc on est avec le CEA et le CNRS notamment. C'est un programme qui a été initié par l'ADEME et qui a pour objectif en fait de définir la réglementation thermique pour les maisons neuves à partir de 2020. La maison dite à énergie positive sera équipée de panneaux solaires, mais en réalité l'enjeu c'est surtout de réduire au maximum la consommation d'énergie. Le terme positif déjà ne signifie pas qu'on va produire plus que ce que l'on va consommer. On va essayer de chercher de tendre vers la consommation la plus faible possible à travers donc des équipements comme quelques panneaux photovoltaïques bien placés et quelques batteries de stockage également qui permettront d'y arriver. Donc avec des objectifs de consommation qui devraient être réduits par 3, c'est ce qu'on pense pouvoir atteindre par rapport à un niveau qui est déjà très bas aujourd'hui. Donc on sera à 250 € à peu près, 300 € par an donc pour la même maison. L'économie d'énergie est aussi prise en compte dès la construction. Alors, on va utiliser des matériaux conventionnels, du parpaing. Alors c'est un parpaing un peu particulier parce qu'il nous permet d'économiser sur ce chantier-là près de 16 tonnes de sable. Donc quand on connaît les contraintes qu'il y a actuellement sur cette ressource, c'est plutôt intéressant. La maison Comepos doit être terminée en juin. Une famille test y sera installée. Ses habitudes seront suivies de près pour adapter au mieux les équipements aux besoins du grand public à l'horizon 2020. Alors Sébastien Gonon, vous travaillez dans une société qui travaille notamment sur des constructions bois. Oui. On peut imaginer que le public que vos clients sont en recherche de solutions assez écologiques. Est-ce que vous avez des demandes dans votre entreprise qui tournent autour de la maison passive ? Alors de plus en plus, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur des demandes habituelles type RT 2012, mais de plus en plus on sent que les gens s'intéressent beaucoup à ce qui va arriver et nous on est sollicités à ce propos. Donc c'est pour ça que nous on a mis en place un plan de formation dans la SCOP. En fait on va être 2 à suivre la formation CEPH artisan en octobre prochain. Donc c'est un diplôme européen. C'est un diplôme européen, tout à fait. Donc en fait c'est 3 jours de formation pour les artisans, un peu plus pour les architectes. Combien ? C'est 10 jours. 10 jours, voilà, c'est ça. Donc les artisans c'est 3 jours. Et après cette formation-là, nous on a un diplôme européen qu'on va passer. Donc il y a quand même une reconnaissance en termes de compétences.
Bon, on l'a vu aujourd'hui, concevoir une maison passive, des architectes savent le faire, mais alors vraiment dans la pratique de votre métier, être en mesure de faire la bonne étanchéité, la bonne isolation, ce besoin de formation, est-ce que ça vous demande aussi de revoir totalement vos pratiques? Alors, pas totalement, parce que j'ai la prétention de croire qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, on n'est pas infaillible. Donc, ces formations-là vont nous aider à nous améliorer de toute évidence sur des points très précis. Ça peut être sur la pose de menuiserie, effectivement, sur l'étanchéité à l'air, etc. Donc, de toute façon, ça va dans le bon sens. On ne sait pas à quoi va ressembler la RT 2020, mais quoi qu'il en soit, cette formation-là qu'on va suivre, nous, elle sera vertueuse de toute façon pour nos clients et pour nous-mêmes. Donc, aller vers la maison passive, on l'entend bien, c'est favoriser aussi la formation pour les artisans pour qu'ils soient en mesure de pouvoir mettre en œuvre les bons savoir-faire et les bonnes techniques. On l'a vu dans ce reportage. Alors, on est sur une maison positive, c'est-à-dire qu'on va réfléchir aux économies d'énergie, mais on réfléchit aussi à la production d'énergie sur la maison. Si on en revient juste au côté passif, c'est-à-dire économe en énergie, on voit cette maison qui est construite avec des matériaux plutôt classique. Est-ce qu'aujourd'hui, construire une maison passive simplement avec du béton, est-ce que ça vous semble tout à fait faisable et aussi efficace qu'avec des matériaux que l'on dirait plus naturels? Alors, vous doutez bien que ce n'est pas un mode constructif que je vais défendre. Maintenant, en termes de performance, un bâtiment en béton, laine de verre, peut effectivement atteindre ce qu'on attend de lui en termes de bâtiment passif. Maintenant, je pense que ce n'est pas la seule manière d'envisager le bâtiment. On peut aussi regarder le bilan carbone du bâtiment et se dire qu'en utilisant des énergies renouvelables type bois ou isolant biosourcé, on a un impact sur la planète qui est bien moindre. Donc je pense qu'il y a deux choses à regarder. Il y a la performance finale du bâtiment, mais il y a la manière dont il est mis en œuvre. Donc ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire tout ce qu'il a fallu à ce matériau pour être à la fois construit, puis tout son cycle de vie, c'est de ça dont vous parlez. Oui, notamment, oui, bien sûr. Oui. Et donc les matériaux qui vont être les plus écolos dans ce domaine-là, qui vont avoir l'impact matière grise la moins élevée, on va se diriger vers quel matériau? Du bois et local. On essaye, nous, d'avoir des bois qui viennent du moins loin possible, on va dire, donc qui viennent de toute façon de France. Quand on peut, ils viennent de Bretagne. Donc, non seulement on fait vivre l'économie locale, mais en plus, on réduit cette énergie grise, et puis on réduit l'impact de la maison sur la consommation générale de la planète. Donc, ces constructions, alors vous, au niveau des choix de matériaux isolants que vous aviez fait, Gwen Flachot, vous avez parlé tout à l'heure de laine de roche, si je ne me trompe pas. Vous l'avez choisi, il y avait une très bonne raison à ça. Alors, pourquoi vous avez opté pour ce type de matériaux? Alors, en fin de compte, c'est la maison que vous parliez, qui est notre maison personnelle, qui est validée au PHPP et certifiée à 7 kWh par mètre carré par an. C'est auprès de l'Institut de la Maison Passive. La Maison Passive France, oui, tout à fait, qui a fêté ses 20 ans récemment. Cette maison est une somme de compromis. Donc j'ai effectivement utilisé du béton dans notre maison, mais du béton juste au niveau du sol. Pourquoi? Pour avoir une accumulation d'énergie au niveau du plancher, pour faire un plancher passif rafraîchissant en été et chauffant en hiver, parce que le soleil tape dessus. Après, j'ai utilisé aussi de la laine de roche dans les murs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est une maison qui a été livrée avant 2013. Cette maison, cet isolant, la laine de roche avait quelques sécurités par rapport au chantier, parce que si la laine de roche est humidifiée, elle garde ses propriétés thermiques. Et puis après, en termes d'économie aussi, à l'époque, c'était un matériau un petit peu moins cher que la laine de bois. J'aurais préféré effectivement mettre de la laine de bois, mais j'avais pas les moyens. Si je ne m'abuse, vous avez préféré investir dans une VMC double flux ultra performante. Exactement. J'ai choisi le top du top à l'époque en VMC double flux, production d'eau chaude. Donc j'ai mis plus d'efforts financiers sur la partie technologique, mais j'ai qu'un élément technologique dans la maison, c'est la VMC double flux production d'eau chaude. Après, j'ai fait une somme de compromis sur le reste. Mais de toute façon, le travail de concepteur, comme au niveau du travail avec les entreprises, c'est un travail de compromis et on essaye de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Eh bien justement, on va s'attaquer un petit peu au volet finance sur ce dossier de la Maison du Futur et je me tourne à nouveau vers Léo Povels. Vous avez fait le choix à Quimper
Quimper Cornouailles Développement de faire visiter 2 maisons passives. La première est à Landudal et la seconde est à Quimper. Elle est encore en chantier, je crois. Oui, tout à fait. Et du coup, voilà, pourquoi vous avez décidé de faire visiter ces maisons passives? On a dans nos missions des missions de sensibilisation aux économies d'énergie et à l'habitat performant. Et le principe prioritaire était de pouvoir un petit peu démystifier la maison passive. On en entend beaucoup parler. C'était simplement de pouvoir montrer que c'est accessible et de pouvoir faire ressentir aux gens le confort, notamment, qui est apporté par une construction passive. À titre d'exemple, une maison encore en chantier qu'on a fait visiter, à une époque où elle n'était pas encore accordée ni à l'électricité, ni au gaz, ni à l'eau, mais les murs étaient montés. En 3-4 heures de visite à la fin de l'hiver où il faisait moins de 10 degrés dehors, on a gagné 12 degrés à l'intérieur de la maison, simplement en y étant à une quinzaine à discuter pendant 1h30. Ne serait-ce que ça parle de soi-même pour montrer l'intérêt de la maison passive et ses qualités en termes de confort thermique. Mmh. Et cette maison de Landudal, c'est les matériaux qui ont été choisis par la future propriétaire. Là, on est plutôt sur des matériaux naturels? Tout à fait. Principalement laine de bois, fibre de bois un peu plus dense et ossature en bois local également non traité. Mmh. Avec, par contre, c'est toujours pareil, une histoire de compromis. Encore une fois au niveau du plancher bas, un apport d'inertie nécessaire, donc réalisé grâce à l'utilisation de béton très lourd qui accumule la chaleur, et un isolant qui résiste à la compression, ce qui n'est pas très facile à trouver en matériaux écologiques. Donc là, c'est un compromis également qui s'est porté sur l'utilisation du polyuréthane pour cette zone-là. Voilà. Et lorsqu'on parle de ce fameux du sol, en fait, il faut qu'il soit extrêmement lourd. On peut le définir comme ça, ou il faut qu'il soit très très compact. Ça dépend. En fin de compte, dans une maison passive, il faut aussi trouver un peu d'inertie. Voilà, donc dans un matériau lourd, il peut oui. être au niveau du sol, mais au niveau des murs. Après, c'est en fonction de la conception de l'architecte et puis du dialogue avec les entreprises qui vont réaliser le projet. D'accord. Et alors, toujours sur cette maison de Landudal, finalement, alors, maison passive avec des matériaux, beaucoup de bois, on l'a vu, donc matériaux naturels. Est-ce qu'on est sur un budget énorme? Non, c'est un budget qui est aux alentours de 1 750 € au mètre carré, tout compris, toutes les études comprises, hors achat du terrain. Donc on est sur des coûts qui sont abordable pour quelqu'un qui veut construire. Après, il faut bien garder à l'esprit que le fait qu'une maison soit passive ou non passive, ça ne va pas être le seul impact sur le coût final de la construction. Ne serait-ce que la surface, la recherche de simplicité dans la conception de la maison, dans l'utilisation de matériaux locaux relativement peu chers, plutôt que dans le tout technologique, peut permettre de réduire énormément les coûts et réduire la surface habitable d'une maison de 5 mètres carrés ou de 10 mètres carrés peut compenser un surcoût qui est lié à la performance de la maison. Mmh. Donc on va vraiment être sur une recherche de la sobriété dans tous les rapports de la maison pour pouvoir avoir une maison qui au final sera peut-être plus petite et moins chatoyante, mais qui restera très confortable été comme hiver. Mmh. Et sur ces maisons, donc aujourd'hui, la réglementation qui est en vigueur, c'est la RT 2012. On l'a vu, elle devrait être transformée dans les années qui viennent. Sur une maison RT 2012, qui est elle aussi, qui commence à être bien économe en énergie, au prix du mètre carré, sur une maison neuve de ce type-là, on peut se situer entre combien et combien, si on peut faire une comparaison avec une maison passive? Si on veut avoir une maison RT 2012 réalisée par un architecte avec une recherche esthétique particulière, on va dire, on peut arriver facilement dans les 2 000 € du mètre carré sans problème. Donc plus on peut faire en RT 2012 plus cher que du passif. Mmh. D'autant plus que si on est très limite au niveau de la réglementation, en termes de performance thermique, on va avoir un système de chauffage central, pompe à chaleur, chaudière en général. C'est des équipements qui ont une durée de vie. C'est des équipements qui sont à changer dans les 10, 15, 20 ans si on a beaucoup de chance. L'intérêt de la maison passive, c'est très très peu d'équipements technologiques, donc à l'usage et dans le temps,
des investissements en moins à faire pour le renouvellement de ces équipements. Et sur une maison plus classique, entrée de gamme, entre guillemets, maison neuve, on se situe quoi, aux alentours de 1002, 1005, en respectant justement ces données RT 2012? Si on fait appel à un constructeur pour une maison très basique, maison catalogue, oui, 1300, c'est des choses qui sont accessibles. Après, voilà, le coût d'usage sur la facture énergétique, sur le renouvellement des équipements, sur le confort ne sera pas le même au final. Donc on le voit, finalement, le coût, en tous les cas, au fur et à mesure des années, est en train de se resserrer. Et la réglementation étant sur le point d'évoluer aussi, la réglementation thermique, avec voilà, a priori des objectifs pour avoir des constructions moins émettrices de carbone, enfin plus décarbonées, en tous les cas, pourrait aussi continuer à faire coïncider le coût d'une maison plus classique et le coût d'une maison passive. C'est envisageable? On espère, oui. On est sur ce chemin-là. Une fois. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons arriver au terme de cette émission sur la maison passive. Donc, on le voit, un habitat qui reste encore relativement confidentiel, mais dont les techniques commencent à être bien maîtrisées et dont le coût continue à baisser. Et puis surtout, un habitat du futur qui a l'intérêt d'être très économe en énergie et de ne pas surcharger la planète en gaz à effet de serre. Je vous remercie, Gwen Flachot, d'avoir participé à cette émission. On va vous laisser repartir vers vos chantiers passifs, puisque voilà, vous en avez en cours. Quelques-uns, effectivement. Voilà. Et donc, je vous remercie également Sébastien Gonan et Léo Povels. À tous les trois, une bonne suite dans vos activités. Et à très bientôt pour une nouvelle émission de Sans Transition.